Je suis toujours dans le Cantal, où j'étais la semaine dernière lorsque je vous ai proposé ma vidéo sur la Reine des Prés et sur la confection d'une limonade de Reine des Prés. Alors j'espère que ceux qui ont essayé ont été satisfaits de leur expérience, car je crois que cette limonade est vraiment très bonne. Alors auprès de ces plantes qu'on appelle Reine des Prés, nous trouvons le long de cours d'eau, là il y a un petit cours d'eau en contrebas, des plantes qui ont tendance à pousser de manière presque invasive dans certaines régions. Invasive, c'est-à-dire que presque on ne sait pas comment les arrêter. Et ces plantes, parmi ces plantes, on trouve en l'occurrence celle que vous voyez ici, qui produit ces fleurs légèrement violettes, qui sont magnifiques et qui poussent de manière assez importante. Cette plante est appelée la salicaire. La salicaire, c'est une plante qui a beaucoup été utilisée par le passé parce que ses propriétés les plus importantes, en tout cas en termes pratiques, étaient le fait qu'elle diminuait de manière très importante les dysenteries, les diarrhées et les hémorroïdes. Alors on ne sait toujours pas à l'heure actuelle vraiment comment cela fonctionne grâce aux substances qui sont à l'intérieur, mais cela n'empêche pas que ces propriétés sont réelles et qu'il n'est pas nécessaire toujours de connaître le fonctionnement de quelque chose pour s'en servir, en l'occurrence de savoir à partir de quelle substance, comment celle-ci se mélange, comment celle-ci se transforme, etc., etc. Sachant que le mystère fait en même temps partie de la beauté de la nature qui nous entoure. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Alors je suis toujours dans le Cantal, je vous l'ai dit, c'est l'été, ici c'est un endroit que j'aime beaucoup parcourir parce qu'il y a un espace assez important, très sauvage, très diversifié. En l'occurrence, les bords de rivière, et je vous l'ai déjà conseillé souvent, les bords de rivière contiennent des plantes qui sont très intéressantes à observer, des plantes qui évidemment utilisent l'eau de manière peut-être un peu plus abondamment que celles qui sont dans les prairies, mais par contre ce sont souvent des plantes qui font des fleurs. Avec en l'occurrence la salicaire, il y a une plante qui pousse souvent avec celle-ci, que je vous présenterai une autre fois. C'est une plante, je ne sais pas si vous la voyez sur le côté, qu'on appelle la lysimaque. C'est une plante qui lui ressemble un petit peu, mais qui forme des espèces de bouquets de petites fleurettes jaunes. Un des deux points communs de cette plante, et je n'en dirai pas plus pour ne pas entrer dans le domaine de la lysimaque, mais c'est que ce sont des plantes qui, sur le plan de l'alimentation, sont comestibles. Les deux sont comestibles, avec un petit avantage peut-être pour la lysimaque, c'est que la salicaire est légèrement amère, ce qui fait que en tant que plante crue, elle est un petit peu indélicate à consommer, elle est quand même assez dure parce que ce sont les feuilles qu'on consomme, elle est un petit peu assez dure et je vais dire un petit peu comme collante ou mucilagineuse dans la bouche, alors que cuite par contre elle est excellente à consommer, toujours en mélange, hein, à moins d'utiliser des plantes qu'on connaît très bien et dont le goût nous convient parfaitement. C'est toujours intéressant de mélanger 2-3 plantes sauvages et ça permet en même temps de limiter l'amertume de certaines plantes. On peut les mélanger avec des plantes qui le sont moins et certains principes orientaux disent que lorsqu'on mélange des plantes qui ont le même caractère, celui-ci se réduit. C'est exactement pareil que pour les acides, pour ceux qui ont fait un petit peu de chimie. Lorsque vous mélangez deux acides, eh bien le troisième acide formé par le mélange des deux est moins acide que celui qui est le plus acide des deux. Voilà, donc c'est un principe qui semble être assez généralisé. Alors, la salicaire est assez facile à reconnaître l'été. En général, c'est au mois de juillet et au mois d'août qu'elle fait ses fleurs. Cela ne veut pas dire que la plante a une croissance sur 2 mois de l'année. Non, c'est une croissance qui démarre bien plus tôt, hein, dès le mois d'avril même. Cette plante commence déjà à avoir son évolution et elle se termine bien après le mois d'août. Néanmoins, c'est la période pendant laquelle on peut bien l'observer et en même temps s'en servir. Alors c'est une plante dont les particularités sont un petit peu les suivantes. On trouve, je vais prendre, voilà, une des tiges. Alors les tiges
que produit la plante sont assez importantes, assez rigides, et elles se ramifient de manière assez abondante, hein, comme vous le voyez ici. Mais il arrive parfois que certaines plantes restent uniques, hein. Souvent, on pratique la coupe pour pouvoir ramifier les plantes. Eh bien, cette plante fait partie de celle-ci. Elle fait partie des plantes qui, lorsqu'on la coupe, elle produit un nombre très important de ramifications. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle veut se reproduire avec assurance, il faut qu'elle multiplie ses capacités de floraison future. Et c'est ainsi que la multiplication se fait grâce à ces ramifications de manière importante. Les feuilles de la plante sont lancéolées, c'est-à-dire qu'elles sont ovales mais très allongées et pointues. La plupart du temps, et surtout celles du haut, sont totalement collées à la tige, on dit qu'elles sont sessiles, et la coloration de la feuille est assez claire sur le dessus, assez brillante, on va dire, mais le dessous est beaucoup plus terne au niveau des couleurs. Il n'y a pas de grosse pilosité importante sur une grande partie des tiges, sauf en haut de la tige, au niveau de l'inflorescence souvent. Ces tiges sont anguleuses, voire carrées de section, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de petits angles qui sont tout autour de cette tige. C'est grâce à cela d'ailleurs que la plante est assez docile et supporte les coups de vent parce que ça lui donne une rigidité qui est importante. Les fleurs sont disposées en épis, vous le voyez, en épis terminaux, c'est-à-dire à la pointe de chaque tige. Les fleurs sont de couleur, on va dire, légèrement violette à rose. Elles sont constituées de pétales qui sont assez particulières si vous les regardez de près, parce qu'on le dirait qu'elles sont faites d'un tissu qui n'est pas repassé, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps froissés, hein. Il y a environ, je dirais, 6 pétales par fleur, et ces 6 pétales, lorsque vous les regardez un petit peu avec une loupe, ou que vous les regardez en les grossissant avec un autre appareil, vous verrez qu'elles sont tout le temps un petit peu froissées, ce qui fait d'ailleurs la beauté de cette plante. Cette plante possède une particularité alors assez impressionnante. Elle est considérée comme invasive, c'est-à-dire que elle est un petit peu gênante lorsqu'on fait des cultures, surtout dans des terrains qui sont humides. Il y a des prairies, par exemple, il y a des prairies humides qui gardent l'humidité dans leurs terres, et il y a des prairies qui en sont totalement couvertes. C'est très joli à voir, mais il est évident que pour les agriculteurs ou pour ceux qui veulent utiliser ces parcelles de terrain, cela devient assez délicat. Donc la caractéristique de cette plante, c'est de produire par plante une quantité de graines absolument ahurissante. Elle produit entre 2 millions et 3 millions de graines. Alors ça dépend évidemment des pieds, mais ça vous donne une idée de la capacité de, je veux dire, pas seulement de reproduction, mais la capacité de capter du territoire autour d'elle. Alors c'est une plante, comme je vous l'ai dit, qui a besoin d'eau. Ici, elle se présente à côté des cours d'eau. Et ce sont, la plupart du temps, les graines qui sont emportées le long des rivières qui vont se déposer sur les berges. Mais là, ces graines, et c'est là où ça devient encore intéressant, ce sont des graines qui ont une capacité de germination, surtout en surface. À savoir que dès qu'il y a un petit peu trop de terre dessus, la capacité de donner une nouvelle plante se réduit énormément. Et les scientifiques qui s'amusent à ça, ont essayé de voir à peu près à partir de quelle profondeur est-ce que les graines avaient vraiment un mal de chien à pouvoir pousser. Et il suffit simplement de 2 cm de terre pour que la graine n'arrive plus à pousser. Ça veut dire que ceux qui sont gênés par cette plante peuvent tout simplement retourner ou biner la terre qui est aux alentours de cette plante pour faire en sorte que les graines, une fois tombées, soient suffisamment profondes dans la terre pour ne pas germer. Entre-temps, il est dommage de se priver de la belle coloration de ces fleurs. Alors pour ceux qui recherchent un arôme quelconque ou un parfum, si vous sentez la plante, vous verrez que, hormis les fleurs qui possèdent un très léger parfum qui est assez difficile à définir, la plante ne sent en soi rien du tout. Alors
ceci n'empêche pas qu'on puisse l'utiliser. Elle a beaucoup été utilisée, je vous l'ai dit, pour pouvoir combattre surtout les diarrhées. Elle a des propriétés aussi pour combattre les hémorroïdes et on lui a découvert beaucoup plus récemment des propriétés antitussives. L'association des deux va nous permettre aujourd'hui de faire un vin de salicaire qui sera non seulement facile à faire, mais qui sera agréable et pratique pour beaucoup d'entre nous. Même si nous ne sommes pas diarrhéiques, même si nous n'avons pas de problème particulier au niveau du tractus digestif, eh bien c'est un vin qui sera agréable à faire. Vous verrez, il suffit de très peu de choses et il ne faut que quelques jours pour pouvoir le faire. Regardons ensemble comment on le réalise. Pour faire le vin de salicaire, il faut d'abord choisir un vin rouge. Un bon vin de table suffit. Il faut ensuite prendre une bouteille à gros goulot pour pouvoir y insérer les plantes que vous aurez préalablement ramassées en pinçant et en tirant les épis des salicaires. 2 poignées suffisent. Ils correspondent à peu près à 20 à 30% du volume de la bouteille. Vous les voyez ici dans le fond de celle-ci. Videz votre bouteille de vin rouge dans la bouteille contenant les fleurs. Laissez macérer 2 jours en remuant régulièrement et en plaçant à l'intérieur 2 à 4 carrés de sucre en fonction de votre goût. Filtrez-le avant de le boire. Voilà, vous avez vu, c'est assez facile à faire et vous verrez en le goûtant que ce vin est très agréable. Vous pouvez plus ou moins le sucrer pour lui donner un petit côté apéritif. Vous pouvez même éventuellement lui adjoindre d'autres plantes si vous en connaissez les propriétés. Ce que je vous ai montré par l'intermédiaire de cette plante, en fait vous pouvez l'utiliser pour beaucoup d'autres plantes. Choisissez dans la mesure du possible dans du vin rouge une plante qui est tonique. Il y en a beaucoup, je ne vais pas vous les citer, je peux juste, si vous voulez, vous indiquer une autre plante que j'ai déjà beaucoup utilisée en vin, c'est l'Achillée millefeuille. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est très tannique et qui permet en même temps au niveau digestif de donner du tonus à la digestion et de donner un tonus corporel. Alors c'est une plante qui par contre est assez amère elle aussi et alors ceux qui aiment l'amertume c'est parfait, ceux qui ne l'aiment pas il faut à ce moment-là qu'ils le jouent un tout petit peu avec soit le rajout de par exemple d'agrumes, pas n'importe lesquels par contre, il faut que ce soit des agrumes un peu sucrés, soit rajouter des sucres. Voilà. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur cette plante. Sachez que c'est une plante qu'on trouve à peu près partout en France, mais aussi en Europe, parce qu'elle s'est disséminée de manière assez considérable, et je vous ai expliqué entre autres pourquoi. Vous pouvez pendant tout l'été essayer de l'apprécier en le regardant. Je ne vous ai pas noté tous les détails de la plante, mais vous pourrez les découvrir. En l'occurrence, un petit détail que je ne vous ai pas donné, que je vais malgré tout vous rajouter, c'est que les feuilles qui sont sur la tige, en général, poussent par deux, c'est-à-dire l'une en face de l'autre, donc l'une en face de l'autre, de telle sorte que elles poussent, on va dire, par paire. Voilà. Je crois que je n'ai plus grand chose en tout cas de neuf à vous dire sur cette plante. Je vous souhaite en tout cas de passer encore une fois un très bon été. Profitez tous de la nature. Essayez autant que vous le pouvez de vous placer dans des endroits dans la nature et de laisser aller votre esprit sans musique, sans lecture, sans rien du tout, juste vous et la nature. Pour ceux qui m'ont déjà demandé comment est-ce que on pouvait arriver à avoir un contact avec la nature, c'est le moyen, le seul en réalité, le seul et unique. Il n'y a pas de méthode vraie. Ça, c'est le moyen que la nature a donné. Et il faut laisser le temps à la nature de venir à vous quand votre capacité, en tout cas, quand vous êtes en état de recevoir ce qu'elle peut vous transmettre. Hein, vous verrez, ce ne sont pas toujours les mêmes choses que la nature transmet à tout le monde, en tout cas pas toujours sous la même forme. Hein. Vous vous rappelez, quand je vous ai parlé de la digitale en l'occurrence, vous avez vu que cet homme qui était peintre, qu'on appelle Van Gogh, avait une capacité, une aptitude à voir les couleurs
qui a fait que, sous l'influence de la digitale jaune, eh bien, la couleur jaune ressortait dans sa manière de voir les choses. Eh bien, sachez que lorsque la nature se met en lien avec vous, eh bien, elle tient compte de votre perception personnelle. C'est pour cela qu'il ne sert à rien de demander à quelqu'un d'autre comment lui perçoit la nature ou perçoit les choses. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Il faut apprendre à percevoir les choses par rapport à soi-même. Car les conclusions d'un individu peuvent être totalement fausses pour vous. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des références ou des conseils des uns et des autres parfois. Il faut expérimenter par soi-même et faire confiance à sa propre capacité de sentir, de voir, d'entendre, de toucher. Et c'est en cela que nous nous enrichissons par rapport à la nature et par rapport à tout ce qui nous entoure. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, portez-vous bien tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.